Salut à tous, c'est Karine pour un nouvel épisode de Passion Patrimoine. Un épisode aujourd'hui très instructif. J'ai tenu à faire cet épisode parce que on n'en parle pas assez de ces associations, de ces chambres qui vous aident dans votre quotidien. Et j'ai pour cela un invité de marque, c'est Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP. Bonjour Nicolas. Bonjour Karine. Ravi que tu sois là avec nous aujourd'hui. On a beaucoup de choses, on va essayer d'être concis. Mais je suis sûre que tu vas pouvoir soit parler de choses que les CGP maîtrisent déjà, ou en tout cas apporter des infos supplémentaires ou des précisions quant à leurs recours, leurs devoirs, mais aussi leurs droits. On va en parler. Mais avant tout, on va revenir sur ton parcours. Qui est assez atypique, parce qu'en fait, on va voir que tu as été plusieurs hommes à la fois. Nicolas, mon Dieu, quel âge t'as ? T'as 42 ans. Absolument. Voilà, t'as 3 enfants. T'es pas parisien, hein, tu viens du Sud. Tout à fait. Mais t'as pas d'accent. Parce que j'ai fait exprès de le perdre, justement, pour pouvoir travailler dignement à Paris. Effectivement, c'est une obligation que je me suis imposée il y a quelques temps. Mais comment tu t'imposes de perdre ton accent ? Tu te ça va forces vite. à parler comme un Parisien ? Non, pas du tout. Non, après, c'était pas trop compliqué non plus, mais il n'empêche que quand on veut évoluer, et notamment dans la sphère professionnelle, on comprend vite qu'il faut respecter certains codes, et celui-là en faisait partie. Donc, évidemment, ça m'est venu en fait assez naturellement. Ok, donc on commence par le départ. Donc tu viens de Montpellier. Tout à fait. Tu as fait un 3e cycle à Aix et ensuite tu as fait un master, enfin plutôt un DEA en droit public. Oui, alors c'est l'inverse. Mais c'est l'inverse, un DEA et un master. Ouais, tout à fait. Pourquoi tu avais cet intérêt pour les finances publiques en plus, et fiscalité ? En fait, je sais que ça peut paraître un peu curieux quand on voit ça de très loin, pas forcément intéressant, mais il n'empêche que quand on est à la fac, et notamment à la fac de droit, et qu'au bout de quelques années, on continue dans ses études, on se pose des questions sur son avenir, on fait des choix par élimination, des choix par envie pour ceux qui sont vraiment performants et qui arrivent à atteindre leurs objectifs. Et puis moi, je ne savais pas trop. Et en cours de route, dans les années de fac, s'est imposé un point je ne sais pas pourquoi, qui m'a intéressé. C'était sur les finances publiques, et c'était sur l'intérêt, l'incidence que peuvent avoir des règles sur la façon de procéder des particuliers. Mais là, en l'occurrence, j'y peux rien, c'était la fiscalité, c'était les impôts. Voilà. Et puis tout simplement arrivé à la fin de tout un cursus en droit qui peut paraître assez long et lourd à supporter, je me suis posé la question de savoir ce que j'allais faire. En droit public, il n'y a pas 36 options. On peut notamment passer par les concours administratifs. Et moi, je ne me sentais pas, après tant d'années d'études, de continuer là-dedans. Voilà, donc tout simplement, je cherchais où je pouvais atterrir avec déjà tout le parcours que j'avais. C'est naturellement, une fois de plus, que je suis allé vers un 3e cycle qui était connu à Aix-en-Provence, qui était sur la fiscalité personnelle. Et puis, on passe assez simplement des finances publiques à la fiscalité. Et puis, moi, une fois de plus, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les particuliers réagissent avec une règle fiscale. Et voilà, c'est tout simplement que je suis arrivé dans ce petit monde de la gestion de patrimoine que je ne connaissais pas du tout. Et pour la petite histoire, juste à la fin de mes études, je suis allé sur le site d'une association qui s'appelait à l'époque la Chambre des indépendants du patrimoine. Et à l'époque, il n'y avait pas grand-chose quand on était... Alors, je sais que c'est compliqué à croire maintenant, que c'est plutôt le plein d'emploi pour les jeunes, pour les juniors qui débarquent sur le marché de l'emploi, mais à l'époque, on n'avait pas grand-chose. Et quand on voulait se lancer, notamment chez les CGP, force est de constater que c'était encore assez limité comme offre, et notamment au niveau des offres d'emploi. Tu t'es pas posé la question de devenir avocat ? Si, ou contrôleur fiscal ? Non, si, je me suis posé ces questions rapidement, mais j'ai senti que c'était pas... il aurait fallu que je force mon naturel pour y parvenir, et j'avais aussi un petit peu la peur de l'échec, donc ça m'aurait énervé. Forcer ton naturel timide ? Non, pas vraiment, non, mais ça m'aurait forcé le naturel, dans le sens où il aurait vraiment fallu que je m'investisse beaucoup plus enfin, en tout cas, je pensais qu'il aurait fallu que je m'investisse beaucoup plus, et donc pour ça, je me suis dit... mais à chaque fois, c'est des réflexions qui se font de manière logique et naturelle. Je me suis dit, non, on va tenter autre chose, quoi. Ok. Ensuite, tu as commencé avec un premier stage dans une banque privée, Absolument. Martin Morel, à Aix, en 2004. Expérience un peu décevante ?
Oui, tout à fait. Enfin, c'est décevant, mais ça apprend beaucoup parce que c'est le monde fantastique de la banque privée. Quand on débarque de sa province, on connaît surtout les banques, voilà, les banques de ses parents, c'est sa propre banque, mais les banques privées, c'est un petit peu, c'est exotique. Puis on Que découvre. faisaient tes parents d'ailleurs? Moi, mes parents, ils étaient fonctionnaires, donc ils n'avaient strictement rien à voir. Mais Ils alors, n'ont pas participé à pas du ton tout. éducation Non, 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 financière, non, à ton éveil? non, pas du tout. En revanche, ils m'ont laissé libre de faire ce que j'avais envie de faire, mais alors, c'était pas du tout leur truc. Mais en tout cas, je les remercie de m'avoir laissé faire vraiment ce qui était pour moi ce que je devais faire. Vraiment, il fallait que je le fasse comme ça. Euh, donc, la banque privée, en fait, on voit les dorures, c'est très bien, très sympathique. Et puis, en fait, on s'aperçoit que, comme dans tout domaine, pour réussir quelque part, il faut vraiment travailler. Et disons que là où j'étais, dans le stage où j'étais, j'ai pas forcément beaucoup travaillé parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Et tout de suite, je me suis rendu compte alors je n'irais pas dire que les gens dans les banques privées ne travaillent pas, surtout pas. Mais en tout cas, moi, mon expérience, elle n'a pas été très positive. Ok. Voilà. Et puis, elle a été confirmée par mon arrivée sur Paris, où j'ai eu la chance de travailler chez HSBC, banque privée sur les Champs-Élysées, à l'époque où HSBC avait une filiale sur les Champs. C'était magnifique. Là, je découvrais Paris, les Champs. Enfin, Ouais. c'était vraiment formidable. Euh, de la même manière, ça a duré 9 mois. J'ai appris peut-être les codes de la banque privée, qui sont d'ailleurs très utiles dans l'univers de la gestion de patrimoine, parce que quand on fait de la gestion de patrimoine, voilà, il faut avoir adopté certains standards. Et donc, c'est tout naturellement, en tout cas moi, que je considère que les standards de la gestion de patrimoine tels qu'ils doivent être défendus, notamment vis-à-vis des épargnants, ce sont... Enfin, ce n'est pas tout la banque privée, en tout cas, c'est l'atmosphère, c'est le service. C'est le service au plus près des épargnants, au plus près des clients, et le service à valeur ajoutée. Voilà, je pense que c'est ça que j'ai pris de cette expérience, de ces 2 expériences en banque privée, et qui ont petit à petit forgé mon intérêt pour cet univers. Mais tu t'es rendu compte qu'il n'y avait pas de Bible, en tout cas pas un endroit où était centralisée, formalisée l'information. Non, j'aurais adoré, Ouais, ça t'aurait aidé en fait. ouais, ouais, tout à fait. Mais non, non, ça marche pas comme ça. Et c'est ce que je dis d'ailleurs lorsqu'on réalise des recrutements, qu'on fait des recrutements à la CNCGP. Voilà, enfin, moi, j'ai jamais vu de Bible nulle part. Mais ce que je dis toujours, c'est si vous voulez progresser, allez-y, formez-vous, prenez des initiatives, mais il faut que ça vienne de vous-même. T'avais ensuite envie de changer. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu partes chez Groupama? Alors, tout simplement, le stage de 9 mois dans ce C'est monde, dans ce terminé. cadre idyllique de la banque privée se termine. Et puis, les banques privées, à l'époque aussi, elles étaient connues pour ça. C'est-à-dire, elles prenaient beaucoup de stagiaires. Et puis, après, c'était chacun, voilà, chacun se débrouillait. Moi, j'ai vu une annonce comme des tas de profils juniors pour aller travailler chez Groupama à Noisy-le-Grand. Donc, on change de décor, on change d'ambiance. Ouais, on change Euh, de clientèle On aussi. change de clientèle, mais on ne change pas de produit, puisque le Ouais, produit phare c'est dans l'assurance. les banques privées comme chez les assureurs, c'est l'assurance vie. Et ça tombait très bien, parce que dans le cadre de mes études, j'avais fait un mémoire qui m'avait permis de comprendre l'assurance vie dans ses moindres détails. Et c'est ce qui m'a permis de rebondir chez Groupama, où là, je me suis occupé de formation. Je suis allé voir les conseillers clientèle sur le terrain. Je suis allé faire des formations au fin fond pas du Larzac, mais pas loin. Et là aussi, c'était hyper formateur. Je me suis retrouvé à Perpignan pour aller voir des personnes avec un conseiller. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi, on m'a fait comprendre que je pouvais aller vers cette carrière, vers ce profil de conseiller clientèle, commercial. Mais une fois de plus, je sentais que c'était pas mon savoir-faire. Enfin, bon, je n'avais pas d'appétence particulière en la matière. Et disons, je me voyais plus à côté des conseillers que étant conseiller moi-même. Et puis après, on ne va pas se le cacher, pour être conseiller en gestion de patrimoine, il faut maîtriser tellement d'éléments, il y a tellement de matières
à comprendre et à être en capacité d'expliquer à ses clients que moi, je m'en sentais pas capable non plus. Voilà. D'accord. Voilà. Donc c'était un peu dissuasif, quoi, la charge, l'absorption de quantité d'infos. Alors non, c'était pas forcément ça, c'était plutôt dans le contact avec le client. J'avais pas, enfin, c'était pas, j'avais pas cette appétence, ce sens du relationnel, c'était pas fait pour moi. Voilà. Par contre, ce qui était intéressant, c'est que tes deux expériences t'ont mis en rapport avec des clients CSP totalement différents. Là, tu étais avec plutôt des profils agriculteurs, alors que chez SBC, c'était plutôt, Oui, mais alors, j'imagine, une oui, clientèle privée, un peu VIP. mais alors là aussi, Karine, ce qui est intéressant, c'est que ça soit chez Martin Morel, chez HSBC Banque Privée ou même chez Groupama, en fait, moi, j'ai jamais eu un client face à moi. C'est-à-dire, dans les banques privées, surtout à l'époque, vous n'alliez pas voir les clients. Bah, c'est normal. En même temps, on ne monte pas les stagiaires aux grands clients fortunés. Chez Groupama, j'étais là pour former et suivre, accompagner les conseillers commerciaux de Groupama. Ce qui est un petit peu d'ailleurs ce que je fais aujourd'hui avec les adhérents de la Chambre. Donc, je me rends compte maintenant en discutant avec vous, tout est lié finalement. Et puis, il y a cette annonce par la GFI, qui était en fait le premier média dédié à la gestion de pattes, qui t'interpelle. Tu y réponds. Oui, tout Comment à ça s'est fait, tout passé? à fait. Là, à la fin de cette expérience chez Groupama, qui a duré 6 mois, il fallait, une fois de plus, fallait trouver un autre travail. Sinon, c'était retour à la case départ, retour dans le sud, peut-être passer des concours administratifs. Bref, et quand on a fait des études pendant quelques années, tout ça est un peu périlleux et un peu lourd à supporter. Donc j'ai vu cette annonce dans GFI Actif qui, effectivement, comme tu le soulignes, était à l'époque le média de référence dans l'univers de la gestion de patrimoine. J'ai passé un entretien. Ça s'est bien passé. Je ne suis pas certain qu'il y ait eu d'autres candidats. En tout cas, voilà, je me suis retrouvé là. J'ai eu la chance de pouvoir travailler avec Benoît Baron, qui était le rédacteur en chef à l'époque, et surtout Jean-Charles Lémy, qui était rédacteur en chef adjoint, qui m'a transmis tous les codes, tout le savoir-faire. Et j'ai beaucoup appris grâce à lui. C'est d'ailleurs quelques personnalités qui m'ont permis à chaque fois de rebondir et d'évoluer dans cet univers. Ouais, tu le soulignes, hein, la force et l'impact des mentors, de ces personnes qui t'ont fait évoluer ou en tout cas te questionner. Ça a été très important pour toi. Tu restes 10 ans. Oui, alors honnêtement, je ne pensais pas y rester aussi longtemps. Ouais. Je pensais que j'allais me faire un carnet d'adresses sympathique, commencer à travailler sur les sujets du moment et puis profiter de ce réseau pour évoluer assez rapidement. Seulement, on est au tournant des années 2010. Moi, je commence en 2007 et la crise financière passe par là, casse complètement le modèle de la finance en général, du conseil en gestion de patrimoine en particulier, parce que c'était les premières références. Le statut de conseil en investissement financier venait d'être créé. On commençait à parler de plus en plus de rémunération. Les premières directives européennes sont passées par là. Et puis, par exemple, dans l'univers du journalisme, et notamment des médias économiques, ça ne se sait pas du tout. Mais entre 2007 et 2010, on a vu une remise en cause complète du modèle économique de ces médias. En gros, par exemple, pour la petite histoire, en 2007, sur le salon Patrimonia, vous aviez 2 exemplaires de la GFI Actif qui étaient distribués et que les conseillers qui participaient à Patrimonia ne pouvaient pas plier parce qu'il était plein de pubs. Okay. Et 2 années plus tard, il n'y a plus de pubs. Ouais. Donc, il n'y a plus de recrutement. Tout change dans la façon de travailler, tout change, les journalistes ne sont pas remplacés. Et c'est ça aussi, moi, qui va me permettre d'aller un peu plus loin parce qu'il a fallu faire... Alors, à l'époque, ce n'était pas des podcasts, on commençait à peine dans les vidéos, on faisait des interviews, voilà. En gros, tu es devenu journaliste, quoi. L'homme à tout faire, voilà, du journalisme. Ouais. C'était de la presse écrite, on passe directement sur de la presse... comme tu le fais toi, en beaucoup mieux quand même. Et puis surtout, ça permet d'aller vers d'autres domaines et de fil en aiguille. Eh bien, moi, j'ai pu connaître davantage les conseillers en gestion de patrimoine et surtout la réglementation de métier et les associations. Voilà. Et c'est ce qui va me permettre un peu plus tard de rebondir vers la CNCGP. On arrive à cette fameuse compréhension et découverte du système français. Petite question en aparté, pourquoi tu n'as pas continué en tant que journaliste ? Parce que tout simplement... Parce que je t'ai vu, tu étais bon.
Ah, merci beaucoup. J'ai vu des vidéos. Quelqu'un m'a vu en vidéo, c'est très bien. C'est moi. Ouais, tout à fait. Non, non, parce que tout simplement, l'évolution, c'est compliqué quand on est dans un média depuis des années, qu'on souhaite le faire évoluer et qu'on voit que malheureusement, il ne peut pas aller plus loin par manque de moyens, par manque aussi peut-être de considération. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Après, ce qui est génial, c'est par exemple, il n'y a jamais eu de plan social Mm. dans le média dans lequel j'étais. Donc ça, c'est formidable. C'est après coup que je me rends compte et que c'était très bien. Mais n'empêche, au bout d'un moment, on se sent, c'est comme dans chaque métier, on se sent un petit peu limité. Voilà. Donc il fallait faire autre chose. En tout cas, il fallait réfléchir à faire autre chose. Mais sinon, oui, j'aurais très bien pu y rester. Finalement, j'étais très bien. Les sujets, les acteurs étaient connus. Donc c'était une certaine routine qui commençait à s'installer. Donc routine, puis aussi la crise des médias Mhm. avec moins de pubs Mhm. dont tu parlais tout à l'heure, les journalistes qui ne sont pas remplacés. Et du coup, tu trouves un poste de réglementation des CGP. C'est bien ça? À la GFI? Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce que tu fais alors après? Non, 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 pas du tout. En fait, à la GFI, les personnes s'en vont et puis il faut bien quand même traiter les sujets. On aurait pu ne pas les traiter, ça n'aurait pas dérangé grand monde, mais moi je me disais, avec la mise en place de la directive sur la distribution d'assurance, là on est plutôt vers 2017-2018, les réflexions qu'on a, les sujets sur les rémunérations, la personne qui traite de ce sujet s'en va. Et moi, je décide de reprendre ces thèmes. Voilà. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, je me spécialise sur la réglementation du métier. Qu'est-ce qui se passe quand on se spécialise sur ces sujets-là? On sollicite les associations. À l'époque, il s'agissait des associations de CIF. Elles étaient 4. Et je changeais régulièrement avec elle. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré, échangé avec Benoît Lombard, qui était à l'époque le président de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est tout naturellement que, en fait, on a trouvé un terrain, enfin pas un terrain d'entente, mais un sujet d'échange de prédilection qui était la réglementation. Et c'est comme ça que finalement on est allé plus loin dans nos échanges jusqu'à ce que je puisse rejoindre la Chambre en qualité de délégué général. En quelle année ça? Ça, c'était en septembre 2018, donc ça va faire 5 ans. Est-ce Euh, que tu sais pourquoi on appelle ça la chambre? c'est une bonne Ouais. question, c'est une très bonne question. Oui, on appelle ça la Chambre parce que c'est une association qui a vocation à réunir dans une chambre, une salle. Bon, on aurait pu appeler ça la salle de réunion, mais je Mm. pense que c'était quand même moins sympathique. Et c'est tout ce qui fait la force de la Chambre. C'est que c'est vraiment l'association. Ce que je dis toujours aux autorités ou même aux recrues de la Chambre ou aux salariés de la Chambre, c'est que c'est une association à la base qui a été constituée par des CGP en 1978 pour des CGP. Voilà, Mhm. et dont l'action est entièrement dédiée aux adhérents qui sont eux-mêmes CGP. Donc il y a vraiment cette idée, cette idée très forte qu'on a pu peut-être perdre en cours de route, notamment quand le statut de CIF a été créé au début des années 2000 et que les conseillers en investissement financier ont été obligés d'adhérer à des associations. Mais il n'empêche qu'à la Chambre, rien ne se fait sans les administrateurs, en gros sans les conseillers en gestion de patrimoine. Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un outil qui sert à la fois, qui a plusieurs... et c'est pour ça, Karine, que c'est très bien que tu m'invites pour en discuter, parce que ça a plusieurs avantages. Déjà, les CGP sont les mieux placés pour parler d'eux-mêmes, donc c'est normal qu'ils aient leur association. C'est un outil qui permet aussi de les suivre et de les accompagner. Alors, on y reviendra peut-être sur les heures de formation, sur la Oui, on va y réglementation, revenir. voilà. Et puis, c'est aussi un outil qui permet de promouvoir leur activité vis-à-vis du grand public et vis-à-vis des autorités. Et quand on sait qu'on a affaire, nos concurrents sont l'univers de la banque et de l'assurance, on se rend compte qu'il y a énormément de choses à faire. Mais c'est aussi par la particularité de nos adhérents et des élus qui font le conseil d'administration qu'on arrive à tirer notre épingle du jeu. Et ça, moi, je connais pas d'autres associations, alors pas dans l'univers de la gestion de patrimoine, mais en dehors, qui réunit tous ces éléments. Parce qu'il y a un dernier point aussi à ajouter qui est primordial, c'est que nous sommes association agréée de conseil en investissement financier, donc agréée par l'autorité des marchés financiers, et dans le même temps, au titre des activités d'intermédiaire en assurance de nos adhérents, par l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Donc en gros, chez nous, on rigole pas avec la réglementation, tout simplement parce que on est finalement
agréé par ces deux autorités. Et puis on va le voir aussi, vous êtes suivi et audité. Exactement, tout à fait. Ok. Donc, créé en 1978, par obligation ou par déduction? Non, créé par, on va dire, une réunion d'intérêts, un besoin de se faire connaître, reconnaître, parce que, par exemple, le conseil en gestion de patrimoine, n'est pas une activité réglementée comme celle de notaire, d'avocat, d'expert comptable. Et donc, à un moment donné, il a fallu, pour se faire reconnaître, créer une entité qui était la Chambre et qui a évolué au fur et à mesure. Au début, c'était vraiment, on adhérait, enfin, c'était une adhésion volontaire. Voilà. Puis, c'est devenu, avec la loi qui a créé le statut de CIF, une obligation d'adhérer. C'est pour ça qu'en cours de route, on a eu plus d'adhérents, mais forcément, certains, c'était pas par choix, c'était parce qu'ils étaient obligés. Pourquoi ils étaient obligés? Parce que l'AMF s'est rendu compte que autant elle pouvait aller contrôler les sociétés de gestion, il y en a à peu près 600 en France, autant les CIF, qui sont à peu près 5000, c'était plus compliqué d'aller les contrôler. Donc, elle a décidé de déléguer cette mission à des associations, et ce sont ces associations qui font désormais le travail d'aller contrôler les adhérents. Donc, voilà, c'est pour ça que c'est comme ça que le statut de CIF est né. Est-ce qu'il y a plusieurs chambres en France? Oui, alors dans l'univers des CIF, on a 4 chambres professionnelles, et dans l'univers de l'intermédiation d'assurance et de crédit, on a 3 autres associations supplémentaires. C'est quoi les devoirs de la Chambre? Les devoirs de la Chambre, en fait, les devoirs de la Chambre, ils sont concentrés à l'attention des adhérents. C'est-à-dire, la Chambre, elle doit, en tout cas ce qui est dans les statuts de la Chambre, déjà la Chambre c'est important, mais elle ne fait pas la course au nombre. Donc la Chambre se permet d'écarter les dossiers d'adhérents, notamment de ceux qui veulent adhérer à la Chambre en qualité de conseiller d'investissement financier, quand ils n'ont pas le niveau, le statut, les diplômes suffisants. Voilà, déjà, c'est une règle. Comment est-ce que la Chambre... vas-y, je suis CGP, je viens de me lancer. Déjà, quel intérêt j'aurais à adhérer à la Chambre? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Alors, déjà, et comment j'y reste? Comment je me fais accepter? C'est intéressant. En principe, tu vas appeler la Chambre parce que tu auras entendu parler de nous. Parce que tu auras rencontré des conseillers en gestion de patrimoine confirmés dans ta région ou à Paris, enfin partout en France, qui t'auront parlé nécessairement de nous. Alors, ils pourront parler d'autres associations, mais il n'empêche que nous, c'est ce qu'on se constate, il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait. Au moment notamment de la sélection, ou quand le candidat à l'adhésion va passer différentes associations. Tu sais pourquoi? Vous êtes mieux structuré, vous êtes établi depuis plus longtemps? Parce qu'il y a aussi cette reconnaissance à l'égard du travail qui a été fourni par les précédentes générations d'administrateurs qui ont structuré au fur et à mesure l'association en même temps qu'ils structuraient le métier. Et donc, c'est comme ça, il y a une homogénéité dans le profil des adhérents de la Chambre, qui sont plutôt des conseillers aux épargnants et non pas aux institutionnels. Qui étaient plutôt à l'origine des petites boutiques. Alors certains ont créé vraiment des très très belles boutiques, mais il y a cette force, il y a cette reconnaissance vis-à-vis du conseil, et puis il y a vraiment cette notion de pair. Mais de pair, comment dire, un CGP local va parler de la Chambre. Un CGP local qui adhère de la Chambre, nécessairement, va parler de son association et va parler de nous. Et c'est comme ça qu'on arrive, par aussi le travail qui est fait par nos adhérents en région, parce qu'on a des présidents de régions qui font le travail pour nous, le travail d'analyse. C'est comme ça qu'on va réussir à avoir des adhérents. Et par exemple, l'année dernière, on a fait la plus belle année en termes d'adhésion de conseillers financiers. On a plus de 233 cabinets qui nous ont rejoints. Et tout ça, c'est assez... À chaque fois, je félicite les équipes parce qu'il n'y a vraiment pas cette culture du chiffre. Mais il n'empêche que on arrive quand même à avoir de belles structures. Donc, alors, voilà, revenons sur les raisons... Sur les devoirs, bien sûr, je m'égare. Puis, non, c'est moi qui t'ai posé une question. Sur les raisons de pourquoi j'adhère à la Chambre si je suis CGP. Okay. Qu'est-ce que ça m'amène? Ouais. Alors, déjà, tu vas être suivi et accompagné. Ça commence, comme je te le disais, dès l'admission, avec des personnes qui vont être là pour te conseiller
lors de la constitution de ton dossier. Ça a l'air de rien, mais quelqu'un qui se lance dans le métier, sans conseil, sans personne au téléphone pour expliquer, il est paumé. Alors que nous, c'est le service qu'on met face aux nouveaux adhérents, alors qu'ils soient nouveaux adhérents ou que ce soit ceux qu'on écarte. Voilà. Mais en tout cas, c'est le service qu'on met à leur disposition. On va leur expliquer, on va les accompagner de la création de leur cabinet jusqu'à leur inscription à l'ORIAS, par exemple, qui est le registre unique d'identification. Ouais, mais il faut bien des prérequis. J'imagine. Vous faites une sélection oui, comme je au te dis, départ. c'est les diplômes, les statuts, le profil, et puis surtout le business model. Okay. Si on a quelqu'un face à nous qui est là parce qu'il veut vendre uniquement un type de produit, non, ça va pas passer, quoi. Déjà, ça aura du mal à passer. Ça aura du mal à passer au niveau de l'équipe de l'admission. Et puis, il y a un autre filtre qui est le recours au président de région. Et si le président de région à Marseille ou, je sais pas moi, à Toulouse, considère que la personne qu'il a face à lui, elle n'est pas du tout dans l'esprit, ça ne va pas être possible. Okay. Alors après, il pourra toujours aller dans une autre association. Enfin, on n'est pas là pour empêcher les gens de travailler, mais en tout cas, il ne pourra pas venir chez nous. Voilà, donc ça, c'est vraiment, pour aller vite, on commence à l'admission et on continue durant la vie du cabinet où l'adhérent peut appeler chez nous quelqu'un, envoyer un mail et il y aura toujours une explication sur, par exemple, je sais pas, l'année dernière, on a mis en place un plan de continuité d'activité. Voilà, pour expliquer un petit peu à l'adhérent qui se pose des questions sur l'avenir de son cabinet, qu'est-ce qui peut se passer, par exemple, en cas de décès, lui expliquer les règles de comment gérer ce point-là. L'adhérent, il vient aussi chercher notre capacité à lui expliquer, grâce à notre pôle juridique, la façon de formaliser son devoir de conseil. Parce que ça a l'air de rien, mais il n'empêche que MIF2, DDA, c'est quoi ? C'est l'obligation pour les professionnels qu'on représente de formaliser leur devoir de conseil. Ça va de la lettre d'entrée en relation, du document d'entrée en relation, la lettre de mission, et puis le suivi dans la continuité de l'activité. Et ça, vous fournissez des documents types, j'imagine ? Absolument, absolument. Alors nous, on a plus de 60 documents types chez nous. On appelle ça le kit réglementaire. Ouais. En fait, ce sont des outils qu'on va remettre clé en main aux adhérents pour que, tout simplement, ils puissent faire une préconisation financière ou patrimoniale dans les règles de l'art. Et pourquoi Et puis, vous faites aussi des formations. Oui, alors les formations, c'est quelque chose chez nous, c'est incroyable, c'est un succès. Moi, je m'y attendais pas. On pourrait même parler d'une industrie au sein de l'association parce que chaque année, l'association organise en région à peu près 60 réunions régionales et 6 universités. Alors, les universités sont des rassemblements de différentes régions. Et tout ça, si l'adhérent souhaite les suivre en présentiel, ça va permettre à l'adhérent de valider l'ensemble de ses heures de formation au titre de la formation continue annuelle. Et pourquoi je dis que c'est une industrie ? Parce qu'organiser 60 réunions régionales partout en France, il faut que ça suive derrière. Hein. Donc ça a l'air de rien, mais par exemple, on a 2 personnes qui s'investissent au quotidien pour expliquer aussi, renseigner les adhérents sur les formations, les thématiques, les inscriptions. Voilà. Et ça, c'est un gros boulot. On a eu plus de 2500 personnes qui ont suivi ces formations en présentiel, en réunion l'année dernière, et plus de 900 qui ont suivi les universités. Donc ça plaît beaucoup. Et pourquoi ? Parce que, une fois de plus, c'est un des rares moments dans la vie d'un professionnel qui va avoir sa boutique à Paris, mais aussi peut-être au fin fond de la France, ça va être et qui est tout seul, par exemple, ça va être le moyen pour lui d'échanger sur sa façon de travailler. Parce que sinon, il n'a pas d'autre endroit pour échanger. Et moi, ce que je trouve génial, quand je vais... j'ai moins l'occasion maintenant, mais j'ai fait quelques déplacements en région lors de ces réunions régionales. En fait, on constate qu'il y a autant de façons de faire du conseil en gestion de patrimoine que de conseillers en gestion de patrimoine. Et ça, c'est génial, parce que c'est une des rares activités, encore, où on a cette diversité, cette variété de travailler, et tout le monde est dans la justesse de son métier. Il n'y en a pas un qui, on va dire, non, là, tu te plantes complètement, c'est pas comme ça qu'il faut envisager la façon de travailler. Non, ils ont tous... À partir du moment où ils respectent notre kit réglementaire, tous les outils qu'on met à leur disposition, ils sont dans le vrai. Et quel est le prix de l'adhésion ? Le prix de l'adhésion, c'est à peu près, on va dire, 1 000 € pour un cabinet à l'année avec un dirigeant. Voilà. C'est pas le... On est dans la fourchette haute des adhésions aux associations, mais c'est totalement justifié par rapport à l'ensemble des services qui sont mis à disposition. Exactement. Là, ça inclut la formation ? Non, la formation, après,
il y a un point qui est important aussi que je n'ai pas souligné, c'est que la formation CIF, les associations de CIF, ont la main qui a été déléguée de la part de l'AMF pour vérifier, pour s'assurer que les adhérents ont bien suivi les formations. Et en revanche, dans l'univers de l'assurance, l'adhérent, plutôt l'intermédiaire en assurance, est libre de suivre les formations qu'il souhaite, à condition qu'il nous remonte les informations. Voilà. Donc après, par exemple, en assurance, il va concrètement où il veut pour suivre ses adhérents. Il va auprès d'une compagnie d'assurance, généralement qui pourvoit ce genre de proposition aussi de formation, et donc libre à lui de faire la formation. Mais alors, j'insiste là-dessus, que ce soit le juridique ou la formation, c'est hyper important. Nous, on est extrêmement vigilants à ce niveau-là, mais vraiment, il y a un vrai travail qui est fait en matière de conformité, tout simplement parce que nous avons une délégation de la part de l'autorité de marché financier pour s'assurer que les adhérents suivent leurs heures de formation et suivent bien tout le process réglementaire. Et c'est la raison pour laquelle, en matière de conformité, on va s'assurer pour le compte de l'AMF que l'ensemble de nos adhérents, une fois tous les 5 ans, ont bien formalisé ce devoir de conseil dans le cadre d'un contrôle qu'on fait à ce moment-là. Et c'est important parce que nous-mêmes, après, par la suite, on va être... Vous êtes audité aussi. Exactement. On l'a été en 2021. Et souvent d'ailleurs, les adhérents nous disent que les contrôles, c'est lourd, ça n'a pas d'intérêt. Bon, alors c'est vrai qu'on n'a pas fait l'objet d'un contrôle. Bon, on ne sait pas trop le raconter, mais maintenant, je sais exactement de quoi parlent les adhérents, puisque quand on fait l'objet d'un audit, oui, effectivement, c'est lourd. Toi aussi, ce que ça il faut ressortir engage. tous les dossiers, expliquer, et on est dans la même démarche que nos adhérents, finalement. Est-ce qu'on peut... 2 questions. Est-ce qu'on peut travailler en tant que CGP sans être adhérent à aucune chambre? Première question. Deuxième question. Est-ce que j'ai un petit papier, un label sur le fait que j'ai été audité et que donc je suis CGP reconnu, que je peux montrer à mon client? Alors, ce sont 2 bonnes questions. On peut, et la première est d'autant plus intéressante que, comme je le disais en introduction, le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est pas un métier réglementé comme celui de notaire, expert comptable ou d'avocat. Donc ça veut dire que demain, avec un diplôme en droit, en finance ou en économie... Ouais, on entend beaucoup cette phrase, n'importe qui peut être CGP. Attends, excuse-moi, j'ai un problème technique. Ah, ok. C'est bon. Ok. On peut, n'importe qui peut mettre sa plaque de CGP, mais ça ne voudra rien dire. Ça ne voudra rien dire parce qu'en fait, pour l'épargnant n'aura aucune garantie de la personne qu'il a en face de lui. Donc l'épargnant, il pourra aller se renseigner sur le site de l'Orias, s'il a déjà entendu parler de l'Orias, et puis surtout, quand il commencera à creuser, il pourra aller sur les différentes associations et voir éventuellement où la personne qui se prévaut du titre de CGP est enregistrée. Et donc, si elle est enregistrée au sein d'une association, et qui plus est au sein de la Chambre nationale des conseillers en gestion de patrimoine, il n'y aura pas de difficulté. Voilà, mais c'est un vrai sujet. Et nous, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait valoir auprès des autorités. Selon nous, ne peuvent se prévaloir du titre de conseiller en gestion de patrimoine que les conseillers qui disposent du plus grand nombre de statuts possibles pour faire leur mission, c'est-à-dire le statut de conseiller en investissement financier sur les produits financiers, intermédiaire assurance, intermédiaire crédit, carte T. Pourquoi ? Parce qu'à la base, le jour où tu iras voir un conseiller en gestion de patrimoine, il ne sait pas quel produit il va te préconiser lorsque tu rentres dans son cabinet. Ça a l'air de rien, mais c'est hyper important quand même. Et puis, c'est rassurant aussi pour l'épargnant de savoir qu'a priori, non, on ne va pas lui proposer tout de suite une assurance vie ou un livret ou je ne sais quoi. Voilà, donc ça, c'est important. Donc, j'ai toujours pas compris si on pouvait... écoute, sans adhérer à la chambre. Je veux dire, on n'a pas une obligation légale. Si, alors si, bien sûr. Si après tu veux exercer l'activité de conseil en investissement financier, il faudra nécessairement que tu adhères à une association professionnelle. Okay. Et depuis la réforme du courtage qui est entrée en vigueur en 2022, tu dois aussi adhérer à une association en ta qualité d'intermédiaire en assurance et d'intermédiaire en crédit. Ça, donc, c'est toujours de façon à être mieux contrôlé, ou en tout cas... C'est une garantie pour l'épargnant. Voilà. C'est pour ça qu'il y a ce sujet à l'heure actuelle. Tu peux entendre parler des influenceurs qui parlent dont certains ont parlé des produits financiers. Mais c'est n'importe quoi. Alors j'ai, pour ne pas les citer, des CGP qui sont venus ici, qui n'adhèrent pas à aucune chambre. Donc ils ont le droit, malgré tout, de pratiquer. C'est ce que je te disais, c'est que ils peuvent... tout le monde peut se prévaloir CGP, mais ça veut dire qu'ils ne peuvent pas proposer de produits financiers.
ils ne peuvent pas proposer de contrat d'assurance vie. Ils ne peuvent pas lors de l'acquisition d'une maison pour proposer un crédit, par exemple. Non, mais ils peuvent faire du conseil. Bah oui, mais alors et facturer du conseil. D'accord, mais quel est le sujet, c'est quelle est la garantie du conseil qu'ils vont apporter à leurs clients. Tu vois, bah oui, moi aussi, je peux dire, je peux faire une préconisation fiscale, je peux faire une déclaration d'impôt, mais pour l'épargnant, quel est l'intérêt? Donc, ce que j'entends, c'est toi, c'est un warning en fait. Mais évidemment, évidemment, parce que mais j'entends. Alors, c'est intéressant qu'on aborde ce sujet parce que j'entends aussi des professionnels qui disent à moi, enfin des professionnels, certains qui se veulent influenceurs, qui vont dire, bah moi. Je m'amuserais absolument pas à faire une préconisation de produits financiers ou de contrats d'assurance vie. C'est pas mon métier, d'accord. Mais bon, si c'est juste pour faire une analyse patrimoniale et dire ça serait bien d'investir ou plutôt de faire une préconisation sur un contrat d'assurance vie sans du tout parler des sous-jacents financiers, mais c'est quoi? C'est un quart du travail qui est fait. Et quelle est la responsabilité? Moi, honnêtement, j'entends ce message, mais non, ça n'a pas de sens. Rappelons que l'AMF pousse à faire 48 heures de formation, c'est ça? Non, c'est 7 heures obligatoires. L'AMF, c'est sur le conseil en investissement financier, mais c'est bien d'ajouter ce point-là. C'est 7 heures de formation continue au titre de la formation obligatoire. Ouais. Ces formations sont contrôlées par les associations professionnelles et une fois de plus, pour l'épargnant, c'est une garantie qu'il aura face à lui un conseiller dont les connaissances seront à jour et qu'il n'aura pas quelqu'un qui dira bah moi c'est bon, j'ai fait des études, j'étais notaire ou j'ai fait des études de droit il y a 25 ans, donc je suis parfaitement... Non, sinon ça serait trop simple. Nicolas, toi qui as été au contact du CGP au tout début de ta carrière, c'est quoi le constat que tu as sur l'évolution du métier? Puisque... Excuse-moi, mais je me dis que vous devez avoir un tas de règles et une Bible maintenant à la Chambre et que vous étoffez chaque année par des constats, mais aussi par peut-être des questionnements. Vous faites des réunions avec des CGP de temps en temps? Ah oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est quoi le business model alors? C'est quoi le rythme de l'association? Le planning, ouais. C'est très simple. L'association, le business model est basé sur les cotisations des adhérents. Sans adhérents, il n'y a pas d'association. Ok, voilà. Alors je voulais plus parler du business model, c'est-à-dire chaque mois on fait une réunion, je sais pas, un bilan baromètre satisfaction, c'est-à-dire comment est-ce que vous allez récolter l'info? Ouais, c'est très simple. Alors pour répondre rapidement, c'est très simple. On est nos adhérents sont en accès direct avec nous. Et sont d'autant plus en accès direct que certains de nos adhérents sont des administrateurs et participent au travail de l'association par le biais de différentes commissions. Parce que les salariés de la Chambre, on n'est pas en roue libre tout seul dans notre coin. Non, comme je le disais tout à l'heure, c'est une association par des CGP, avec des CGP qui travaillent et pour eux. Donc le travail, il se fait en direct et la remontée d'infos, elle est en direct. Et si un adhérent n'est pas content sur un sujet, il nous appelle. On a l'info par l'administrateur, c'est réglé. C'est ça aussi l'intérêt d'une association. Alors, je te coupe parce que moi, j'ai un sentiment, alors qui peut être personnel, mais qui peut être aussi collectif, parce que j'interviewe donc assez souvent des CGP, qu'une association, c'est à un moment donné où on a un problème, mais que dans les faits, on ne s'en sert pas beaucoup, c'est pas très actif. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu as parfaitement raison. Une fois de plus, comme je te le disais, tout ça vient du fait que à la base, les associations étaient des associations par adhésion. On y allait parce qu'on voulait obtenir des informations, échanger avec ses pairs, et c'est devenu... Excuse-moi, je sais pas pourquoi je déconnecte. Voilà. Et ces associations sont devenues des associations par obligation. Donc c'est normal que dans le lot, on a aussi des adhérents qui ne nous sollicitent pas parce qu'ils ont déjà l'information suffisante. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y en a énormément qui nous sollicitent pour tout, pour leur quotidien en tout cas. Exactement. Et ils sont bien contents quand ils appellent la Chambre ou quand ils envoient un mail d'avoir une réponse. Et puis aussi, il y a un point qui est hyper important. Nous, on travaille à la promotion de l'activité. Parce que comme je te le disais, face à nous, on a souvent la banque et l'assurance. Et donc, ce qu'on fait, c'est parler pour le grand public, pour les autorités. Et le dernier exemple, celui qu'on va mettre en place au mois de juin 2023, c'est le retour de notre congrès. On a appelé ça Midsommar parce qu'on a décidé de casser complètement les codes et on veut imposer ça comme la grande réunion que l'on dédie à la fois à nos adhérents
et les partenaires de nos adhérents, qui sont les sociétés, par exemple les sociétés de gestion, les compagnies d'assurance. On veut faire un grand événement pour rassembler tout le monde et montrer vraiment la force que peut représenter la CNCGP. Est-ce qu'il y a une dimension qui dépasse les frontières de la Chambre? Ouais. Je parle d'une dimension européenne avec une influence, ou en tout cas... je sais pas, des droits et des devoirs. Excuse-moi. Et pour terminer aussi, parce qu'il nous reste 10 minutes, 5-10 minutes, est-ce qu'on peut aussi parler de cet aspect politique? C'est-à-dire, est-ce que les politiques sont assez présents dans la gestion de patrimoine? Est-ce qu'il y a des vrais représentants? Est-ce qu'il y a des vrais brainstorming autour du métier? Qu'est-ce que tu en penses? Oui, eh ben c'est intéressant parce que, et je te remercie une fois de plus de me poser la question, parce que ça ne se sait peut-être pas suffisamment, mais il y a une réelle activité de la Chambre et fondamentale au niveau européen. Et puis, il y a aussi la première partie de la réponse, et l'autre partie de la réponse, ça sera aussi un échange pas quotidien, mais presque quotidien avec les autorités ou des comités nationaux. Donc, au niveau européen, pourquoi ? Déjà parce que en permanence, on échange par le biais de notre association représentante européenne qui s'appelle le BIPAR. On échange avec le BIPAR ou nos homologues européens, où on fait des remontées aux consultations aux consultations européennes émises par la Commission ou l'ESMA ou l'UEOPA, enfin tous ces organismes. On commente en direct tout ce qui peut être mis en place. Et ce dont on s'est rendu compte, en tout cas moi quand je suis arrivé à la Chambre, je ne connaissais pas le fonctionnement, pour moi tout ça c'était très très lointain. On se rend compte que la Chambre est de plus en plus, la voix de la Chambre est de plus en plus entendue. Pourquoi ? Parce que nous, par exemple, on a mis en place le dispositif des conseillers en investissement financier, on a mis en place MIF2, on a mis en place DDA, et on est un régime national pratiquement unique, en tout cas l'association qui est la CNCGP, met en place et a suivi ces évolutions et ces deux réglementations. Du coup, quand on arrive en Europe et qu'on explique aux Allemands qui n'ont peut-être pas le même marché financier que nous... Justement, sur lequel je voulais arriver, c'est quel est ton constat de la France versus les autres pays dans la gestion de métier de la gestion de patrimoine? Est-ce qu'on est en avance? Est-ce qu'on est précurseur? Est-ce qu'au final, tout est nivelé? En ce qui concerne l'univers financier, on est complètement en avance, parce que de par la création du statut de CIF, l'échange qu'on a en direct avec l'AMF, cet agrément, la connaissance qu'on a de la réglementation, sa mise en œuvre au niveau national, à la fois avec MIF2, DDA, qui ne sont pas les mêmes réglementations, tout ça, ça nous donne une longueur d'avance. Du coup, en ce moment, on parle beaucoup de la revue de la stratégie d'investissement de détail, qui est en gros le document qui va remettre en cause MIF2, DDA. Nous, on dit, voilà, concrètement, l'incidence de cette règle, ça pourrait être ceci, ça pourrait être cela. Et l'exemple est qu'on a fait un conseil d'administration délocalisé à Bruxelles à la fin du mois de mars, lors duquel on a sollicité 2 députées européennes avec qui on a pu échanger, qui ont vraiment été à l'écoute. Et ça, jusqu'à présent, on ne le faisait pas. Là, en une journée, on a 2 députés qui nous reçoivent, qui nous écoutent, qui comprennent le sujet, parce qu'on parle beaucoup du sujet des rémunérations. On va voir les représentants du Trésor français à Bruxelles qui prennent le temps de nous écouter. Tout ça dans la même journée. Enfin, ça s'était jamais passé. J'ai jamais eu d'autres échos d'associations européennes ou même d'associations françaises qui ont pu faire ça. Nous, on l'a fait, on a été entendus. Parce que, par exemple, le document qu'on a actuellement sur la stratégie d'investissement détail, la RIS, tient compte de différentes remarques. Excuse-moi, je te coupe, mais j'entends déjà les CGP dans mes oreilles qui n'arrêtent pas de dire que trop de papier tue l'action. Bien sûr, mais ils ont raison. Et que peut-être vous êtes trop dans la théorie, vous êtes trop dans la réglementation, et que en gros ça les empêche parfois de faire leur business. C'est dissuasif aussi pour les clients. Alors qu'est-ce que t'en penses? Rien que le questionnaire ESG, c'est vous qui l'avez mis en forme? Non, ou pas? il serait totalement justifié de dire ça si en fait la Chambre c'était juste une équipe de salariés. Non, là on est une vingtaine de salariés.
Et on travaille avec des adhérents. Enfin, pardon, on travaille avec des administrateurs qui sont eux-mêmes adhérents. Et surtout, le point fondamental, c'est qu'ils sont conseillers en gestion de patrimoine. Donc, en fait, la règle, si on n'était pas là et s'ils n'étaient pas là pour dire aux autorités, voilà comment il faudrait l'aménager parce que là, dans telle situation, c'est pas applicable, ils ne pourraient pas faire leur boulot. Ou en tout cas, ça serait encore beaucoup plus difficile que ce qu'ils font maintenant. Donc, il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail. C'est même pas du lobbying parce que c'est pas le terme est péjoratif, mais un échange en bonne intelligence avec les autorités, l'AMF, la CPR, en 2019, on a vu notre agrément avec l'AMF rehaussé. C'est-à-dire, l'AMF est arrivée, a dit, voilà, vous avez le texte MIF 2, il faut que vous mettiez à jour vos procédures. Et là, on a passé peut-être plus de 6 mois à échanger sur les termes, où placer les virgules, comment faire. Bon, ça, forcément, il faut le faire. Et si on n'était pas là, ça serait très compliqué. Alors, si tu le permets, pour revenir au niveau national, on échange de manière régulière avec la Direction générale du Trésor, qui nous consulte sur l'ensemble des textes qui vont toucher les épargnants. On travaille aussi beaucoup avec le comité consultatif du secteur financier, dans lequel on a Karen Fiol, qui est vice-présidente et qui est membre de ce comité. Et l'intérêt de ce comité, c'est qu'il réunit à la fois les représentants de la sphère professionnelle financière et puis aussi des représentants des épargnants. Voilà, il y a vraiment des échanges à bâton rompu qui se font pour identifier la meilleure manière d'apporter de la matière aux épargnants. Et on l'a vu l'année dernière avec l'adoption d'un texte qu'on est allé signer à Bercy en présence de Bruno Le Maire sur la transparence des frais en matière d'assurance vie. Voilà, donc on est bien représenté. On a Karen qui est là, on a Pascal Bossan aussi, qui est administratrice de la Chambre, qui intervient, elle, dans le cadre du label, sur la finance durable, qui a été mis en place au niveau national. Et puis Julien Saraki, le président, qui est et moi, on est sollicité sur les textes, tous les textes qui vont concerner les adhérents dans les prochains mois et les prochaines années. C'est quoi les projets chauds là en ce moment? Les projets chauds, c'est bien évidemment la stratégie d'investissement de détail, également désignée RIS, qui avait pour vocation de remettre en considération ou d'analyser le système de rémunération des conseillers européens. Voilà. Et nous, par exemple, ce qu'on a dit, c'est que rayer d'un trait de plume du jour au lendemain le système des commissions au profit du système des honoraires, c'était peut-être une très mauvaise idée parce que tout simplement, on sait pas, enfin il y a encore quelques temps, on ne savait pas à quoi s'attendre, puis on a quand même travaillé sur ce sujet. On s'est fait aider par un cabinet de conseil, on a réfléchi au niveau européen, c'est ça aussi la force de pouvoir échanger avec ses homologues européens, et on a arrivé à justifier que si cette option unique des honoraires était retenue, très probablement il y aurait énormément d'épargnants, et notamment d'épargnants français, qui n'auraient pas les moyens de se payer un conseiller qui se retrouverait tout seul. Voilà. Donc nous, ce qu'on a dit, c'est qu'on n'était pas pour ou contre un système, c'est qu'il y avait un système mixte qui marchait en France avec honoraires à commissionnement, auquel nos adhérents ont recours, et que c'est un système qu'il fallait faire continuer. C'est le message qu'a porté Julien Saraki auprès de Bruxelles à la fin du mois de mars. À quand un ministère dédié à la gestion de patrimoine ou à l'investissement? Mais ça bouge ou pas? En fait, au niveau de l'administration, tout passe par la Direction générale du Trésor. Et comme on a un échange avec eux très, très, très régulier sur... Alors, il y a ces sujets-là, il y a d'autres sujets. Là, actuellement, la CPR s'intéresse à un projet de recommandation visant à limiter les conflits d'intérêts. Donc, c'est toutes ces questions-là. Finalement, honnêtement, je pense que ce n'est pas nécessaire parce qu'on sait exactement qui on a en face de nous au niveau de la DGT, au niveau de l'AMF, au niveau de la CPR. Et tout ça permet de travailler bien. Alors, évidemment, après, il y a toujours plein de choses à améliorer. Ça, c'est certain. En tout cas, là, c'est l'équilibre qu'on a trouvé et qui fait la force de la Chambre aussi au niveau national. Et pour revenir à ce qu'on disait au début, c'est ce qui fait que notre action est connue, reconnue, et qu'on a de plus en plus d'adhérents. C'était Nicolas Ducrot, délégué général de la CNCGP. Merci Nicolas, je suis sûre que ça a beaucoup
aider des CGP qui se lancent en reconversion ou même des CGP seniors. Bah, j'espère, c'est fait pour. Bah ouais, c'est fait pour. Merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, Karine. Et tant qu'à vous, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Passion Pâte. Ciao, ciao.